J'ai envoyé à mon père $680 chaque semaine pendant 3 ans. Il m'a dit, ton frère contribue. Toi, tu te contentes de faire des chèques. Le vendredi où le transfert n'est pas parti, il a envoyé un seul message. Le 6e jour, il a appelé la police. Ce que l'agent lui a dit ensuite. J'ai arrêté d'envoyer à mon père $680 par semaine. 6 jours plus tard, il a déposé un avis de disparition. J'ai ouvert mon application bancaire à 11h47 un vendredi après-midi. J'étais assise à mon bureau dans la 2e chambre de mon appartement, celle que j'utilisais comme bureau à domicile, celle avec la fenêtre qui donnait sur le parking et la rangée de frênes qui s'était dénudée pour l'hiver et n'avait pas encore repoussé. Il y avait une tasse de thé Earl Grey sur le coin du bureau, encore fumante, et mon ordinateur portable était ouvert sur une feuille de calcul de client que j'avais l'intention de terminer depuis mardi. J'étais assise là depuis environ 20 minutes, sans vraiment voir la feuille de calcul, quand j'ai plutôt pris mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au virement permanent. J'ai lu la ligne qui disait « Prochain programmé demain, $680 pour Gérald ». Je suis resté avec cette ligne pendant ce qui m'a semblé être un long moment et qui était probablement de 45 secondes. Ensuite, j'ai appuyé sur Annuler. L'application a demandé si j'étais sûr. J'ai appuyé sur Confirmer. L'écran s'est mis à jour. Prochain virement. Aucun de programmé. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur le bureau à côté du petit registre manuscrit que je gardais dans le tiroir de ma cuisine. Celui que j'avais apporté à mon bureau ce matin-là parce que je l'avais regardé plus souvent que d'habitude ces derniers temps. La façon dont on revient sans cesse à une chose dont on sait qu'il faut s'occuper. Le registre avait une colonne pour les dates et une colonne pour les montants et une colonne que j'avais étiquetée de façon un peu sinistre comme total cumulé. Le total cumulé était de $16 080. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti d'effroi. J'ai ressenti quelque chose de plus proche du silence qui s'installe après qu'un son a joué en arrière-plan pendant si longtemps que l'on cesse de le remarquer, puis il s'arrête et l'absence est si bruyante que le bruit nous manque presque. Mon nom est Anson et j'ai 24 ans. Et ce qui s'est passé dans les 6 jours qui ont suivi l'annulation de ce virement est une chose que j'ai retournée dans mon esprit de nombreuses fois depuis. La façon dont on retourne une pierre qui nous a surpris en regardant son dessous, en essayant de comprendre ce qui vivait là pendant tout ce temps. Le nombre $16 080 est ce à quoi correspondent $680 par semaine pendant 156 semaines consécutives. Je le sais parce que j'avais créé la feuille de calcul au cours du 2e mois d'envoi de l'argent quand j'ai réalisé que ce ne serait pas un événement ponctuel et que j'allais devoir en garder la trace pour des raisons que je ne pouvais pas encore m'expliquer clairement. Mais qui avait quelque chose à voir avec un sentiment que j'avais toujours eu, que personne ne tenait les comptes et que peut-être quelqu'un devrait le faire. J'ai grandi à Fairfield, dans l'Ohio, une petite ville, assez grande pour que l'on puisse être anonyme, mais assez petite pour que certaines choses finissent toujours par se savoir. Mon père, Gérald Tacker, a travaillé dans la logistique pour une entreprise de distribution régionale depuis avant ma naissance jusqu'à mes 17 ans, lorsque l'entreprise s'est restructurée et que son poste a été l'un de ceux qui ont disparu. Il avait 54 ans à l'époque. Les années qui ont suivi ont été une série de postes contractuels, certains qui ont duré une saison, d'autres qui ont duré un an, un qui est devenu presque stable pendant environ 20 mois avant que cette entreprise ne soit rachetée. Et les contrats ont été les premiers à être supprimés. Ma mère est décédée quand j'avais 13 ans. Un anévrisme un mercredi matin de février. Elle était dans la cuisine en train de préparer du café et puis elle s'est retrouvée sur le sol et au moment où l'ambulance est arrivée, il n'y avait plus rien à faire. Elle avait 41 ans. Son nom était Patricia et elle avait les cheveux bruns et une façon très pratique de considérer les problèmes, et elle avait l'habitude de chanter pour elle-même pendant qu'elle cuisinait, à moitié à voix basse. Pas des chansons que l'on reconnaîtrait, juste des mélodies qu'elle semblait inventer au fur et à mesure. Après sa mort, nous n'étions plus que nous 3. Mon père, mon frère Callum, et moi. Callum avait 4 ans de plus et possédait l'armure particulière d'un grand frère qui avait décidé que la façon de survivre à un foyer rempli de chagrin était d'être utile, puis de partir. Il était utile. Il tondait la pelouse sans qu'on le lui demande. Il me conduisait à l'école les matins où mon père n'arrivait pas à sortir du lit, ce qui, la première année, arrivait plus souvent que je ne veux m'en souvenir. Et puis, quand il a eu 22 ans, il est parti, a déménagé à Pittsburgh pour une femme nommée Darcy, avec qui il finirait par se marier, et a construit une vie là-bas qui était véritablement la sienne. Je ne suis pas parti. J'avais 18 ans quand Callum a déménagé,
et je n'étais pas prête à partir. Et puis j'ai été inscrite à un programme de comptabilité de 4 ans à Columbus grâce à une combinaison de prêts et d'une petite bourse. Et j'étais parti pendant l'année scolaire, mais je rentrais à la maison pendant les étés et je rentrais à Noël, et j'ai continué à rentrer à la maison de la même manière que l'on continue de retourner dans un endroit qui a plus besoin de nous qu'il ne le mérite. Mon père n'avait pas proposé de m'aider à payer mes frais de scolarité. Je veux dire cela simplement et sans ressentiment car j'ai passé suffisamment de temps à éprouver du ressentiment à ce sujet et j'ai appris que le ressentiment gardé trop longtemps commence à ressembler à un meuble. Il devient simplement une partie de la pièce et l'on cesse de le voir. Il avait aidé Callum pour 2 semestres d'université communautaire les années précédant le licenciement, quand l'argent était différent. Quand mon tour est arrivé, l'argent n'était plus là. Il me l'a dit à la table de la cuisine un dimanche d'octobre de mon avant-dernière année de lycée, l'année où je commençais à réfléchir sérieusement à ce qui allait suivre. Il était fier de moi. Il a dit que l'argent n'était tout simplement pas là. J'ai contracté 29 400 $ de prêts fédéraux. J'ai occupé 2 emplois pendant la majeure partie de mes 4 années. Un service de dîner dans un restaurant près du campus 3 soirs par semaine et un poste le week-end pour tenir la comptabilité d'un petit cabinet dentaire dont le propriétaire avait une préférence pour les dossiers papier et une adaptation lente au système numérique. J'ai obtenu mon diplôme en 4 ans. J'ai réussi mon examen d'expertise comptable du premier coup. J'ai commencé au cabinet à Columbus 11 mois après l'obtention de mon diplôme et, 6 semaines après avoir commencé ce travail, mon père a appelé un dimanche soir et m'a dit que la facture d'électricité avait 3 mois de retard. J'ai envoyé les 300 $ ce soir-là. Virement électronique, immédiat. Je pensais que c'était une chose ponctuelle. Le mois suivant, il a rappelé, une facture différente, un montant similaire. Je l'ai envoyé. Le mois d'après, c'était l'immatriculation de sa voiture, qu'il n'avait pas prévue dans son budget et qui devait être payée dans 6 jours. Je l'ai envoyé, aussi. Dès le 4e mois, j'avais mis en place l'ordre permanent, 680 $ par semaine, ce que j'avais calculé de façon un peu imprécise comme étant la différence entre ce que les revenus irréguliers de mon père couvraient et ce que ses coûts mensuels de base exigeaient, divisé en tranches hebdomadaires. De sorte que cela me semblait plus gérable. Je ne considérais pas cela comme un arrangement permanent. Je le considérais comme un pont. Les ponts sont censés avoir une fin. Je ne pense pas que mon père était calculateur. Je ne pense pas qu'il se soit assis un matin et ait décidé que sa fille était une ressource à gérer. Je pense qu'il était effrayé, véritablement, silencieusement, de façon persistante, de la manière dont les personnes qui ont vu leur stabilité financière s'effondrer une fois deviennent effrayées à l'idée qu'elle s'effondre à nouveau. Et cette peur l'a poussé à se tourner vers ce qui était fiable. J'étais fiable. Le virement était fiable. La peur de son absence était, comme je finirais par le comprendre, plus motivante pour lui que presque n'importe quelle autre chose dans sa vie au cours de ces années. Le problème avec la peur, lorsqu'elle est le moteur d'une relation, c'est qu'elle n'a pas de point d'arrêt naturel. La peur ne se satisfait pas. Elle cherche simplement la prochaine chose qu'elle a peur de perdre. À Pâques de l'année de mes 24 ans, mon père a dit quelque chose à la table du dîner à quoi j'ai pensé presque tous les jours depuis. Nous étions à la maison sur Collinwood Road. Mon père en bout de table, Callum et sa femme Darcy en face de moi, et le voisin de mon père, Ray, occupant la chaise d'angle qu'il occupait au dîner de famille depuis le décès de sa femme 3 hivers auparavant. Mon père avait préparé son jambon cuit au four. J'avais conduit 2 heures pour apporter un gratin de haricots verts dans un plat en céramique que ma mère avait possédé, celui avec un petit éclat sur le bord que j'avais toujours fait attention à ne pas ébrécher davantage. Darcy avait apporté un gratin dauphinois. Ray avait apporté des petits pains de la boulangerie de sa rue, qu'il apportait toujours et qui étaient toujours très bons. Callum avait parlé d'une expansion dans son travail, de comptes régionaux, de quelque chose à propos d'un nouveau territoire. Mon père écoutait avec l'attention particulière qu'il accordait aux nouvelles du travail de Callum, légèrement penché en avant, hochant la tête avec ce que je ne peux décrire que comme de la fierté par anticipation. La façon dont les gens hochent la tête lorsqu'ils sont déjà certains de la conclusion avant que la phrase ne soit terminée. C'est de cela que je parle, a dit mon père. Voilà un homme qui construit quelque chose de réel. Il a levé son verre. Nous avons bu. Ray a dit, et toi, Tanson? Comment te traite le cabinet? Mon père a répondu avant que je ne puisse le faire. Tanson étudie, a-il dit. Il a coupé son jambon sans lever les yeux. Callum construit.
Tant sont faits des chèques. Il l'a dit de la manière dont on dit une chose que l'on a dit tant de fois qu'elle a perdu ses arêtes. Pas avec méchanceté. Avec la certitude plate de quelqu'un qui a catégorisé une personne et considère la catégorisation comme close. Je n'ai pas répondu. J'ai coupé mes haricots verts en trois, une vieille habitude, quelque chose que je faisais depuis l'enfance, une façon de donner une occupation à mes mains quand j'avais besoin d'un moment que mon visage ne trahirait pas. J'ai fini mon assiette. J'ai aidé Darcy à débarrasser la table. J'ai remercié mon père pour le jambon. J'ai conduit 2 heures pour rentrer chez moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert la feuille de calcul. Je n'ai pas annulé le virement cette nuit-là. Je veux être honnête à ce sujet. J'ai ouvert la feuille de calcul et j'ai regardé le total cumulé et je suis resté devant pendant un long moment, puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Je ne l'ai pas annulé la semaine suivante non plus, ni la semaine d'après. Il m'a fallu 11 semaines de plus, 11 virements de plus, encore 7480 $ avant d'appuyer sur ce bouton d'annulation. Je vous dis cela non pas parce que les 11 semaines ont de l'importance pour l'arithmétique, mais parce qu'elles ont de l'importance pour la vérité de ce que c'est que de savoir quelque chose et de ne pas encore être capable de faire la chose que ce savoir exige. Ma collègue Nora a été la première personne en dehors de ma propre tête à savoir à quoi je pensais. Nora Vasquez travaillait au cabinet depuis 3 ans quand je suis arrivé et avait le box à ma gauche, ainsi que la qualité sur laquelle j'en suis venu à compter, de poser la bonne question exactement au bon moment sans avoir l'air d'essayer. Elle a fait cela un jeudi après-midi au milieu du mois de janvier, environ 6 semaines après Pâques, quand elle est revenue de la salle de pause avec 2 tasses de café, et en a posé une sur mon bureau sans rien demander. « Tu fais des mathématiques qui ne sont pas celles d'un client », a-t-elle dit. Je fixais le registre, que j'avais pris l'habitude de garder dans le tiroir de mon bureau au travail, en plus de celui à la maison. Je l'ai fermé. « Je vais bien. »« Je n'ai pas demandé si tu allais bien », a dit Nora. Elle s'est assise sur la chaise supplémentaire qu'elle gardait à côté de son box pour ce genre de conversation. J'ai dit que tu faisais de mauvaises mathématiques. Je l'ai regardé pendant un moment. Nora avait le don de faire en sorte que l'honnêteté semble être un risque moindre que d'habitude. Je lui ai raconté les grandes lignes, le virement, les 3 ans, le total cumulé, la table du dîner. Pas tout, pas le nombre exact, juste les grandes lignes. Elle est restée silencieuse assez longtemps pour que je pense qu'elle était en train de décider comment répondre diplomatiquement. Puis elle a dit, « Que penses-tu qu'il se passera si tu arrêtes ?»« Il appellera, » ai-je dit. Ensuite il sera confus. Ensuite il sera en colère. Ensuite Callum m'appellera. Et tu as peur de cela? J'ai peur, ai-je dit, de répondre à l'appel et de simplement virer l'argent de toute façon parce que c'est ce que je fais toujours. Nora a hoché la tête lentement. Le problème avec les choses automatiques, a-t-elle dit, c'est que tu dois les désautomatiser exprès. Cela ne s'arrête pas tout seul. J'ai réfléchi à cela pendant le reste du mois de janvier et tout le mois de février. Le vendredi où j'ai annulé le virement était le 2e vendredi de mars. Une matinée claire et froide. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai préparé mon thé Earl Grey dans la bouilloire en cuivre sur la cuisinière et je l'ai apporté à mon bureau. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai fait la chose en question. Le reste de ce vendredi a été calme. Mon père a envoyé un message à 18h14. Le virement n'est pas passé. Tout va bien? Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je lisais un message de mon père et choisissais délibérément de ne pas répondre. L'habitude de lui répondre remontait à plus loin que l'habitude de l'argent. Elle remontait aux années juste après la mort de ma mère, quand je l'entendais dans la cuisine tard le soir et que je me levais pour m'asseoir avec lui parce que je ne savais pas quoi offrir d'autre et qu'être présente semblait être la seule chose utile que j'avais. L'habitude de répondre était plus ancienne que l'habitude du virement et plus difficile à briser, c'est pourquoi je me suis assise sur le sol de ma salle de bain cette première nuit pendant presque 1 heure. Il était 21h43. Mon dos était contre le côté de la baignoire. Mes genoux étaient remontés. Le thé Earl Grey que j'avais apporté avec moi avait refroidi sur le réservoir des toilettes. J'avais mon téléphone à la main, et j'avais ouvert le contact de mon père 3 fois et fermé l'application 3 fois. L'appartement était très silencieux. Voici de quoi j'avais peur dans ce silence. Non pas qu'il soit en colère. J'avais anticipé la colère et j'avais fait la paix avec cela comme un prix que j'étais prêt à payer.
Ce dont j'avais peur, c'était d'entendre sa voix et que cela suffise. Que l'ancienne gravité de celle-ci, la fréquence particulière de sa voix prononçant mon nom, suffisent à me faire retomber dans l'ornière dont j'avais passé 11 semaines à essayer de sortir. Et je virerais l'argent avant même que l'appel ne soit terminé. Et je me sentirais à la fois soulagée et honteuse et nous ne parlerions jamais de ce qui s'était passé et vendredi prochain, il y aurait un autre virement et encore un autre ensuite, et le total cumulé continuerait de croître. Certaines gentillesses sont des prêts que le prêteur oublie qu'il conserve. J'avais peur que le prêt ne soit devenu, d'une manière silencieuse et interne, la relation elle-même. Que ce que je m'étais dit être de l'amour, de l'obligation et de la famille était en réalité un arrangement financier qui avait pris la forme de ces choses au fil du temps. Et que si je retirais l'argent, je découvrirais qu'il y avait moins en dessous que ce dont j'avais besoin qu'il y ait. Je suis resté sur le sol jusqu'à 22h22. Ensuite, je me suis levé, j'ai versé le thé froid dans l'évier, je me suis préparé une nouvelle tasse, je l'ai emporté au lit et j'ai lu jusqu'à ce que je m'endorme. Deuxième jour, rien. Troisième jour, un message vocal. Tanson, c'est papa. Appelle-moi quand tu as un moment. Sa voix était mesurée. La confusion ne s'était pas encore transformée en quelque chose de plus dur. Quatrième jour, 2 messages et un deuxième message vocal. Celui-ci plus long, la confusion commençant à s'aiguiser sur les bords. Il a dit qu'il espérait que j'allais bien. Il a dit que le virement n'avait jamais manqué auparavant. Il a demandé si quelque chose n'allait pas à la banque. Chaque escalade était polie, mais leur accumulation m'a dit quelque chose sur ce que le virement en était venu à représenter dans sa compréhension de notre relation. Non pas comme l'une des nombreuses choses entre nous, mais comme un canal principal, la ligne directe. La chose dont le silence signifiait que quelque chose était cassé. Cinquième jour, Callum a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a dit, papa dit qu'il n'arrive pas à te joindre. Je prends juste de tes nouvelles. Rappelle-moi quand tu veux. Sa voix était détendue et désarmée, ce qui m'a indiqué que mon père n'avait pas encore dit à Callum la nature de ce qui se passait, qu'il l'avait présenté comme une préoccupation pour mon bien-être plutôt que comme un problème financier. J'ai déjeuné avec Nora le 5e jour au restaurant à 2 pâtés de maison du bureau. Des banquettes en vinyle rouge, du café filtre à volonté, un menu plastifié qui n'avait pas changé depuis au moins une décennie. Je lui ai parlé du nombre de messages vocaux. Il fait une escalade, a-t-elle dit. Je sais. 5 jours lui semblent très longs. Je pense que 5 jours, ce n'est rien, a dit Nora. Une fois, je n'ai pas appelé ma mère pendant 3 semaines. Elle m'a envoyé une carte par la poste pour me demander si elle avait fait quelque chose de mal. Était-ce le cas? Nora a réfléchi à cela devant son café. Probablement. Elle a posé la tasse. As-tu trouvé ce que tu vas dire quand tu lui parleras? J'y travaille. Quelle est la version que tu n'arrêtes pas de rejeter? J'y ai réfléchi. La version où j'explique tout. Le nombre total, le dîner de Pâques, tout cela. La version où je déballe tout et attends qu'ils comprennent. Et pourquoi continues-tu de la rejeter? Parce que je ne pense pas qu'il l'entendra de cette façon. Je pense qu'il entendra une accusation. Et alors la conversation consistera à se défendre au lieu de parler de ce dont j'ai réellement besoin. Nora a hoché la tête. Alors, de quoi as-tu réellement besoin? J'ai regardé la fenêtre. Dehors, les gens marchaient dans leurs manteaux, la tête baissée contre le froid. J'ai besoin qu'ils sachent que je ne suis plus disponible de la même manière qu'avant. Et j'ai besoin que cela signifie autre chose qu'un abandon. Ce sont 2 conversations différentes, a dit Nora. Tu peux en avoir une maintenant et une autre plus tard. J'ai réfléchi à cela tout l'après-midi. Le 6e jour était un samedi. J'étais à la table de ma cuisine à 9h18 du matin, en train de travailler sur une déclaration de revenus indépendante pour une petite entreprise d'aménagement paysager lorsque j'ai entendu 2 coups à ma porte. Officiel, sans hâte, les coups de quelqu'un qui fait son travail. J'ai ouvert la porte à une femme en uniforme de shérif adjoint du comté de Fairfield. Elle avait la quarantaine, des cheveux bruns pratiques et un chignon soigné, et elle avait l'expression d'une personne qui avait été envoyée pour gérer une situation qu'elle considérait comme légèrement absurde, mais qu'elle avait l'intention de traiter avec un professionnalisme total. Mademoiselle Tacker, a-t-elle dit. Oui. Je suis l'adjointe Pauline Dresch. Je m'excuse de vous déranger un samedi matin.
Nous avons reçu une demande de vérification de bien-être hier soir de la part d'un certain Gérald Taker à Fairfield. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu vous joindre depuis 6 jours et s'inquiétait pour votre bien-être. Elle m'a regardé fixement. Elle attendait clairement que je confirme ce qu'elle pouvait déjà voir. Je suis en sécurité, ai-je dit. J'ai arrêté de retourner ses appels. J'aurais dû lui dire que j'allais rester silencieuse pendant un moment. C'est de ma faute. Elle a hoché la tête à peine, le signe de tête de quelqu'un dont le soupçon a été confirmé. Souhaitez-vous que je transmette un message de votre part? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la table du dîner à Fairfield. La voix de mon père disant, quel homme construit. Tant sont faits d'échecs. J'ai pensé au sol de la salle de bain et au thé froid et au téléphone que j'avais ouvert et fermé et ouvert. J'ai pensé à ce que Nora avait dit. 2 conversations différentes. Vous pouvez lui dire que je suis en sécurité, ai-je dit, et que je le contacterai quand je serai prête. L'adjointe Dresch a écrit quelque chose de bref sur son carnet. Elle a cliqué sur le stylo pour le fermer. Ensuite, elle a levé les yeux vers moi avec une franchise que j'ai appréciée. Mademoiselle Taker, a-elle dit, ce n'est pas le premier appel de ce genre que nous gérons. Ce n'est généralement pas ce que les gens pensent. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait dire, alors j'ai dit, merci d'être venu. Elle a hoché la tête une fois, a redescendu les marches de mon entrée, et monté dans son véhicule de patrouille et est sorti du parking. Je suis resté dans l'encadrement de la porte ouverte pendant un moment. La matinée était froide et claire. La qualité particulière de l'air de mars qui donne l'impression que le sol commence à se décider à propos du printemps. Je suis resté là jusqu'à ce que le véhicule de patrouille disparaisse de ma vue. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur et j'ai terminé la déclaration de revenus. Mon père a appelé à 14h07 cet après-midi-là. J'ai répondu. Qu'est-ce qui t'arrive? Sa voix avait la qualité d'une personne qui avait été véritablement effrayée et qui l'exprimait sous forme de colère parce la colère était plus confortable à habiter que la peur. J'ai reconnu le registre. Je l'avais entendu toute ma vie. J'ai annulé le virement, papa, ai-je dit. J'aurais dû t'appeler directement au lieu de rester silencieuse. Ce n'était pas la bonne façon de faire. Mais je l'ai annulé parce que j'en avais besoin. Nous avions un arrangement, Tanson. Nous avions une habitude, ai-je dit. Je ne suis pas sûr que cela ait jamais été vraiment un arrangement. Un arrangement aurait impliqué une conversation au début. Silence. Puis j'ai appelé la police pour toi. Je sais. L'adjointe Dresch est venue ce matin. Je pensais que quelque chose était arrivé. Je sais que c'est ce que tu as pensé. J'ai gardé ma voix stable, égale. Je pense qu'une partie de toi était aussi effrayée parce que l'argent s'est arrêté et que je n'étais pas joignable pour l'expliquer. Je pense que les 2 choses se passaient en même temps. Un autre long silence. Tu penses que j'ai appelé seulement à cause de l'argent? Je pense que tu as appelé parce que tu avais peur, ai-je dit. Je pense que l'arrêt de l'argent faisait partie de ce qui te faisait peur. Je ne pense pas que cela fasse de toi une mauvaise personne. Je pense que cela nous dit à tous les deux quelque chose sur ce que nous avions construit. J'avais passé 6 jours en marge de mon travail et de mon sommeil et de mes moments assis sur le sol de la salle de bain à réfléchir à ce dont était faite la peur de mon père. Il avait 61 ans. Il avait regardé sa vie professionnelle se réduire 2 fois, une fois lors du licenciement à 54 ans et encore lors du rachat qui avait tué le travail contractuel 3 ans plus tard. Il vivait dans une maison qui avait besoin d'un entretien qu'il ne pouvait pas toujours se permettre. Il avait perdu ma mère avant qu'aucun d'eux ne soit vieux. Il avait regardé Callum construire quelque chose à Pittsburgh qui était stable et autosuffisant. Et il m'avait regardé devenir stable d'une manière différente. Et je pense que quelque part dans cette observation, il s'était tendu vers ce qui était fiable et avait trouvé le virement. Et ce geste est devenu une attente. Et l'attente est devenue un droit. Et un droit, lorsqu'il est remis en question, se transforme très rapidement en crise. Je ne pensais pas qu'il l'avait planifié. Je pensais qu'il avait eu peur pendant si longtemps qu'il avait cessé de remarquer la peur. La façon dont on cesse de remarquer un son qui tourne en arrière-plan depuis des années. Le virement était la chose qui gardait la peur silencieuse. Sans lui, la peur redevenait audible. Une famille vous dira que les liens du sang sont plus forts que tout jusqu'au jour où le sang leur demande de renoncer à quelque chose. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, a-t-il dit. La colère avait quitté sa voix.
Ce qui restait était quelque chose de plus ancien et de moins certain. Je n'ai pas besoin que tu dises quoi que ce soit aujourd'hui, ai-je dit. J'ai besoin que nous ayons un genre différent de conversation quand le temps aura passé, au sujet de ce dont tu as réellement besoin et de ce que je peux réellement donner sans disparaître dans le processus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'aimerais découvrir à quoi ressemble notre relation quand l'argent n'en est pas la chose principale. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je ne pensais pas ce que j'ai dit à Pâques à propos de Callum. Je sais, ai-je dit. Mais tu l'as dit. C'est là que nous en sommes restés. Aucun de nous deux n'était en colère. Exactement. Aucun de nous deux n'était résolu. Juste deux personnes qui avaient été dans un schéma pendant 3 ans et qui reconnaissaient pour la première fois avec des mots que le schéma existait. Les semaines qui ont suivi cet appel ont été compliquées de la manière spécifique dont les choses réelles sont compliquées. Pas dramatique, pas propre, mais superposées d'une manière qui a pris du temps à démêler. Callum m'a appelé 2 jours plus tard. J'ai répondu cette fois. Nous avons parlé pendant 2h19, ce qui était plus long que n'importe quel appel téléphonique que nous avions eu depuis des années, peut-être même de toute notre vie. Je lui ai dit le nombre exact. Je l'ai entendu devenir silencieux à l'autre bout du fil d'une manière qui était différente de son silence habituel. 16 000 $, a-t-il dit. À peu de choses près. Tenson, il a fait une pause. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je pense que je croyais que c'était à moi de le porter. Je pense que quelque part je croyais que le porter seul faisait partie du travail. Ce n'était pas ton travail. Non, ai-je dit, ça ne l'était pas. Callum et Darcy ont eu une conversation à laquelle je n'ai pas participé. Quelques semaines plus tard, Callum m'a dit qu'il avait parlé directement avec notre père. Une vraie conversation, le genre qu'il n'avait apparemment pas eu depuis des années, sur ce à quoi ressemblaient les coûts mensuels réels et quelle serait une contribution raisonnable de la part de Callum. Ils étaient arrivés à un nombre ensemble. Ce n'était pas 680 $ par semaine. C'était quelque chose de plus petit, de nommé et d'accepté par toutes les personnes impliquées, ce qui en faisait une chose totalement différente de ce que j'avais fait. Il a également dit avec prudence qu'il pensait avoir rendu la situation trop facile à ignorer. Que partir pour Pittsburgh quand j'avais 18 ans avait ressemblé à une évasion à l'époque, et rétrospectivement, c'était aussi à certains égards un transfert d'un genre particulier. Il avait déplacé le poids de la chose sur moi et avait appelé cela de l'indépendance. Je lui ai dit que je ne lui en tenais pas rigueur. Tu devrais probablement un peu, a-t-il dit. Peut-être, ai-je dit. Je te le ferai savoir. Je n'ai pas repris mon virement. Je veux dire cela simplement et sans m'excuser. Je n'ai fait aucun autre paiement permanent sur les comptes de mon père. C'était une ligne que j'avais tracée, et je ne l'ai pas déplacée. Ce que j'ai fait, 8 semaines après le samedi matin avec l'adjointe Dresch, c'est conduire jusqu'à Fairfield un dimanche avec un plat de cuisson en céramique contenant la recette de gratin dauphinois de Darcy, que j'avais demandé à Darcy de partager et que j'avais passé un samedi après-midi à apprendre à préparer correctement. Je me suis assise à la table de la cuisine sur Collinwood Road pendant 3 heures. Mon père a préparé son jambon cuit au four. Nous avons parlé de choses dont je ne savais pas que nous pouvions parler. Les habitudes de ma mère dans la cuisine. La façon dont elle fredonnait ses mélodies inventées. Une photographie qu'il avait trouvée dans une boîte à chaussures l'automne précédent et qu'il m'a montrée sur son téléphone. Un voyage qu'ils avaient fait tous les 3 avant ma naissance. Il m'a montré une bibliothèque qu'il construisait dans le garage, juste l'armature pour le moment, brute et inachevée, mais quelque chose qu'il fabriquait de ses mains parce qu'un voisin avait proposé de lui apprendre. Je ne savais pas qu'il s'intéressait au travail du bois. Il n'y avait aucune raison pour que je le sache. Le virement avait structuré notre relation autour d'une arithmétique mensuelle. Et l'arithmétique ne laisse pas beaucoup de place au genre d'informations qui rendent une personne lisible en tant que personne plutôt qu'en tant qu'obligation récurrente. Le petit registre manuscrit est toujours dans le tiroir de ma cuisine. La dernière ligne indique, 8 mars, dernier virement. Je le regarde parfois quand je sors quelque chose de ce tiroir et ce que je ressens n'est pas ce que je m'attendais à ressentir. Je m'attendais à ressentir soit le soulagement de la résolution, soit le résidu de quelque chose d'inachevé. Ce que je ressens à la place est quelque chose de plus silencieux que l'un ou l'autre, quelque chose qui a à voir avec le fait d'avoir pris une décision qui m'appartenait et de l'avoir prise finalement et d'avoir vécu avec sa prise assez longtemps pour savoir qu'elle était juste.
J'ai travaillé sur cela avec le docteur Adissa pendant la majeure partie d'une année. Elle avait un petit cabinet à 2 miles de mon appartement et une franchise que j'ai trouvée utile. C'est elle qui m'a donné le mot parentification pour ce que j'avais fait dans les années qui ont suivi la mort de ma mère, et plus tard le cadre qui m'a aidé à comprendre comment la parentification s'était connectée, sans que je m'en rende vraiment compte, aux années de virement. C'est aussi elle qui a dit un jour une chose sur laquelle je suis revenu de nombreuses fois, que la facture la plus chère dans un système familial est celle que personne n'accepte de payer. Le pardon n'est pas l'accès. La compréhension n'est pas la réunion. La compassion n'est pas une clé pour ma porte d'entrée. Ce sont des phrases que j'ai écrites dans les notes de mon téléphone après une séance avec le docteur Adissa et que je n'ai pas supprimées. L'amour qui vous demande de le financer sans se nommer n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. Dire non ne m'a pas rendu cruel. Cela m'a rendu responsable envers moi-même d'abord et ensuite, d'une manière qui m'a surprise, envers lui, car la conversation que nous avons eue après l'arrivée de la police a été la conversation la plus honnête que mon père et moi ayons jamais eue. Ce n'était pas confortable, mais il y avait quelque chose de réel là-dedans que les 3 années de virement du vendredi n'avaient pas été en mesure de produire. La famille sans respect devient un droit acquis. Et ce droit acquis se fait les dents au moment où vous construisez quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. La chose que j'ai construite était simplement ma propre vie. Juste un appartement calme et un travail dans lequel j'étais doué et un registre avec une ligne finale à l'intérieur. Mais c'était à moi d'une manière que la version précédente n'avait pas tout à fait été. Et la protéger s'est avéré nécessiter moins de drame que je ne l'avais craint et plus de constance que je ne savais en avoir. Si vous avez déjà envoyé de l'argent ou du temps ou de l'énergie à quelqu'un qui n'a jamais nommé ce que c'était, qui a laissé cela s'accumuler en une supposition, qui a appelé cela la famille et voulait dire quelque chose ressemblant davantage à une garantie. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. J'ai annulé un virement. Vous pourriez faire quelque chose de différent. Vous pourriez en avoir besoin. Mais je veux vous demander quelque chose honnêtement avant d'arrêter de parler. Quand avez-vous décidé que le coup d'appartenance était vous-même? Pas une partie de vous, pas un inconvénient occasionnel, mais tout votre poids en paiement automatique chaque vendredi sans une conversation pour savoir si c'était ce que vous aviez accepté. Parce que j'ai passé 3 ans à ne pas poser cette question, puis 11 semaines à savoir que je devais y répondre, puis 6 jours de l'autre côté de celle-ci avant de comprendre ce dont j'avais réellement eu peur. La peur n'était pas que la relation prenne fin. La peur était que je découvre qu'elle n'avait jamais été tout à fait ce que je pensais qu'elle était. Et si cette peur vous est familière, si vous reconnaissez le nombre dans votre tête, l'habitude que vous avez cessé de remettre en question, le virement qui a fonctionné pendant si longtemps que vous avez oublié que c'était votre choix. Alors peut-être que la question avec laquelle il vaut la peine de s'asseoir est la suivante. Que trouveriez-vous si vous appuyez sur annuler qui a été là tout ce temps à attendre d'être quelque chose?